Quand tu es comme ça ensemble, tu es connecté en fait dans l'invisible. Il y a des liens qui se font. Il y a une expérience qui est vécue individuellement, mais qui est vécue aussi avec le groupe. Ça crée des temps après d'échanges, voilà, dans un monde où aujourd'hui il y a de plus en plus d'individualisme, même au travail, enfin beaucoup au travail. Bienvenue dans The Happy Rise pour une nouvelle conversation inspirante. Donc le média où on apprend où on a des outils, des nouveaux outils également pour mieux décider avec conscience, pour mieux diriger avec humanité et pour vivre aussi avec joie. Donc on dit souvent que l'univers est une vibration, que le cœur bat aussi selon son rythme, que le son a ses fréquences. Alors aujourd'hui on a envie de parler de son, de vibration et de sonothérapie avec Alexandra Hazan. Alexandra, je suis très enchanté de te recevoir ici sur la chaîne. C'est pareil pour moi, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est avec joie que je fais cette interview avec toi. Donc je suis vraiment contente d'être là. Bienvenue, et puis Alexandra, Merci. est-ce que tu peux me dire comment tu aimes être présentée? Alors, comment j'aime être présentée? J'aime me définir comme une artisane du son et de la paix, rien que ça. Donc je suis sonothérapeute en milieu professionnel, j'ai 48 ans, je suis maman d'une jeune fille de 18 ans dont je suis très fière. Je suis quelqu'un de joyeux, de curieux, d'humaniste et voilà, et je suis vraiment animée et engagée pour contribuer à plus de paix et d'harmonie grâce au pouvoir du son. Alors, je crois que tu n'as pas toujours été dans la sonothérapie, donc quel est un peu ton parcours? Et d'ailleurs, tu as dit une phrase, je crois sur LinkedIn, j'ai 48 ans, tu viens de le dire, mon chemin n'a pas été linéaire, mais la boussole reste la même, ce qui vibre juste en moi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors tout à fait. Mon chemin n'a pas toujours été linéaire. Alors on pourrait penser que si, un petit peu malgré tout, dans le sens où j'ai évolué pendant 25 ans au sein de du même groupe, la même entreprise, en tant que juriste en fusion-acquisition. Donc voilà, on pourrait croire là que ça n'a rien à voir. Effectivement, il y a eu un point de bascule et des épreuves aussi qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que ce parcours n'a pas été linéaire, mais pour autant, petit à petit, j'ai semé des cailloux et je me rends compte que petit à petit, je me suis connectée à... Alors, est-ce qu'on parle de mission de vie? Je ne sais pas, je pense que oui. Et petit à petit, progressivement, la sonothérapie est venue à moi. Et aujourd'hui, maintenant, j'exerce, j'accompagne les entreprises pour réaccorder les équipes. Et l'idée, c'est d'être plus dans la qualité du lien, dans l'harmonie collective, donc en prenant soin de son état intérieur, de sa vibration intérieure. Comme j'imagine que tu prends soin de ta propre vibration intérieure, et qu'est-ce que ce parcours donc en entreprise en tant que juriste auparavant, quelle valeur ou qu'est-ce que ça peut t'apporter aujourd'hui dans cette bascule que tu as réalisée? Bon, au-delà, voilà, sur la partie juriste, c'est vrai que ça m'a appris la rigueur, l'adaptabilité, le cadre. Donc ça, c'est important, surtout quand on exerce en entreprise. Après, sur l'humain, en fait, ça m'a appris que déjà l'entreprise, c'était une aventure humaine avant tout, que derrière des fonctions, on a des hommes, des femmes avec des doutes, des aspirations profondes et surtout des états d'âme. Donc j'ai observé beaucoup de choses, aussi bien des choses qui peuvent fragiliser les équipes que des choses plutôt sympas comme la force du collectif. D'ailleurs, quand j'étais dans mon ancienne entreprise, il y avait une valeur à laquelle je me raccrochais beaucoup, que je souhaitais incarner parce qu'elle résonnait en moi, c'était le Win Together. Donc vraiment, pour moi, par rapport à l'humain, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que les compétences, oui, on a besoin de compétences, mais les relations comptent autant que les compétences. Voilà, ça c'est aussi ce que j'ai pu apprendre de l'humain, aussi que l'humain était pouvait s'engager, vraiment s'engager beaucoup, au point de s'oublier. Donc ça, c'est clair. Voilà, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, mais surtout que la performance, oui, mais ça fait pas tout.
hein, et que cette performance-là, elle repose aussi sur des hommes et des femmes qui composent l'entreprise. Donc j'ai bien entendu qu'il y avait quelque chose de supérieur, en fait, un sens commun, hein, Ah oui. qui permet de fédérer et puis d'avancer plus Mm. dans la même direction, Mm. hein, dans une entreprise. Et tu as dit aussi, quelquefois on peut s'oublier. Quand est-ce que tu t'es oublié, toi? Alors, je m'en rendais pas spécialement compte, hein, puisque j'aimais ce que je faisais, hein. Très clairement, mon métier, c'est pas enfin, ma reconversion, c'est pas une fuite. C'est plutôt un désalignement, justement parce que moi-même, je ne vibrais plus. C'est-à-dire que, enfin, quand j'ai pris la décision de quitter mon entreprise, j'étais 4 jours par semaine en télétravail, donc sur 5, avec un manager aux États-Unis. Donc ça se passait bien, hein, avec le manager, voilà, l'équipe est très, très sympa, mais euh, tout ce collectif, enfin, il n'y avait plus. Voilà, il n'y avait plus l'isolement. Donc moi-même, j'ai senti un désalignement, quelque chose qui vibrait plus et qui m'a progressivement mené à la fameuse question du pourquoi. Pourquoi je déploie autant d'énergie à faire ce que je fais. Et dans l'idée, donc il y avait, pour donner le contexte, il y avait quand même un plan de départ qui était en place au sein de l'entreprise. Pour autant, pendant assez longtemps, je continuais à être engagée. C'est surtout dans l'entourage où parfois ça a créé un peu de peur en se disant mais tu bosses trop là. Enfin voilà, la déconnexion, le fait d'être en télétravail, on se connecte super tôt le matin, on se déconnecte tard le soir. J'avais des collègues bienveillants qui me disaient qu'est-ce que tu fais encore connecté, voilà, donc on se rend pas compte, mais on donne beaucoup. Et s'oublier aussi, c'est peut-être pas ne pas accorder le temps nécessaire pour prendre soin de soi, pour s'occuper de sa famille, voilà, on a toujours des petits moments où on est dans le speed et au final on n'a pas de vraie disponibilité pour l'autre, donc pour soi déjà. Du coup, le fait de s'oublier soi, après forcément il y a des répercussions sur l'entourage. Et donc c'est pour ça aussi qu'on va sûrement en discuter, mais que dans l'idée, ma vision de la sonothérapie, c'est vraiment d'aller travailler sur l'état intérieur. Tu te souviens, on avait été à une conférence ensemble sur la paix avec Sri Sri Ravi Shankar, je crois. Et en fait, l'idée, c'est de transmettre ce qu'on cultive aussi en soi. Donc, on ne peut pas, si on ne s'accorde pas du temps aussi pour soi, qu'on ne fait pas la place, qu'on ne crée pas la disponibilité pour soi, comment faire la place aux autres, quoi. Voilà. C'est sûr que pour rayonner cette paix extérieure, à l'extérieur et pour les autres, on doit, je pense, faire ce chemin aussi intérieur. La cultiver, Et comment tu as fait alors pour passer de cet état, donc tu as sans doute profité de ce plan, etc. Donc tu as pris cette décision, et une fois que tu as pris cette décision, quel était ton chemin pour arriver à la sonothérapie? Est-ce que c'est elle qui t'a appelé ou c'est toi qui a été la chercher? Comment ça s'est passé? Alors la sonothérapie, on va dire que je l'ai choisie et elle m'a choisie. En fait, quand je regarde mon parcours, je me dis, comme je te disais tout à l'heure, qu'il y a des petits cailloux en réalité qui ont été semés, puisque très jeune, moi, j'écoutais beaucoup de musique, mais pas n'importe quelle musique, de la musique électronique, mais plus, on va dire, de la trance, des choses comme ça. Et sans que j'en ai conscience, je pense que ça me plongeait dans des états modifiés de conscience, ça me faisait beaucoup de bien. Ça me mettait effectivement dans un espace pour justement aller mieux, je pense, hein, mais sans en avoir conscience. Ensuite, j'ai exploré des choses, c'est venu progressivement par des explorations personnelles. Dans le cadre du travail déjà, j'ai fait la découverte des bols tibétains parce que je faisais du tai chi entre midi et 2 dans l'entreprise et un jour notre professeur est venu avec un bol tibétain. Et voilà, il y a des choses qui se passent, il y a une résonance qui s'est faite. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper agréable et je me suis équipée. J'avais acheté un bol tibétain il y a des années, j'avais passé 2 heures sur un marché nocturne. Et je l'avais avec moi, mais je ne l'utilisais pas plus que ça, mais il était là. Donc déjà, voilà, présence d'un bol tibétain. Ensuite, je me suis toujours intéressée aux états modifiés de conscience, encore une fois, hein, sans que ce soit
un rapport à la musique qui soit réfléchi, c'est plutôt de l'instinctif. Et donc j'aimais beaucoup. Et j'ai une personne qui m'a dit, bah tiens, viens, il y a un colloque de Corinne Sombrin, qui est musicologue, journaliste, et qui avait été enquêtée en Amazonie sur les rituels chamaniques. Et elle faisait un colloque au Grand Rex sur les états modifiés de conscience, en présence de médecins, de neuroscientifiques, d'astrophysiciens. Enfin, c'était passionnant. Et donc, j'ai trouvé ça hyper passionnant. J'ai voulu continuer. Alors, on était un peu frustrés avec mon amie parce que Corinne Sombrin, justement, elle fait en sorte que la science s'empare de ce processus, de ce mécanisme. Donc, elle forme que des professionnels de santé. Et la sonothérapie, voilà, tu m'as pas posé la question pour l'instant, mais on n'est pas professionnels de santé, c'est des professionnels du bien-être. Voilà. Donc, on était frustrés. On a trouvé un stage d'exploration de la transe et par une personne qui s'était formée avec Corinne Sombrin. Et là, j'ai vécu des choses incroyables, donc sans drogue, sans rien, hein, parce que l'idée de Corinne Sombrin, c'est de la transe cognitive auto-induite. Donc c'est s'auto-induire la transe, donc pouvoir y rentrer et y sortir de manière naturelle, sans substance, sans rien. Donc la transe, c'est un état de conscience élargi, donc un état de conscience non ordinaire. Et il y a même un diplôme universitaire aujourd'hui qui existe, hein, qui a été ouvert sur l'étude des trans et de l'impact que ça a sur le cerveau. Et c'est déjà déployé dans des hôpitaux, notamment l'hôpital de la Timone à Marseille, en neurologie, où ils utilisent ça pour les patients atteints d'épilepsie, donc avec des effets hyper encourageants. Alors bien sûr, tout ça, c'est encadré, hein, voilà. Mais pour te dire que j'ai exploré à titre personnel, j'ai vu ce que ça avait fait sur moi. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme j'ai un super entourage, j'ai une amie qui m'a proposé un stage de fabrication de mon propre tambour, donc un tambour médecine, on appelle ça dans les rites amérindiens, dans le rituel amérindien. Et j'y allais juste avec une intention d'alléger le mental, parce que justement, voilà, mon métier faisait que je bossais beaucoup de charge mentale, et voilà, juste une intention d'alléger le mental, sans plus. Et t'es tombée dans le bol. Et en fait, quand je suis rentrée de ce stage de fabrication, j'ai pris ma décision. En fait, ça m'a apporté de la clarté. Alors, je dis pas que si on fait venir la sonothérapie en entreprise, les gens vont dire bon, allez, ça y est, je m'en vais, je fais autre chose. Mais non, c'est pour dire qu'en fait, de toute façon, ça faisait son chemin. Petit à petit, il y avait quelque chose en moi qui s'était, qui ne vibrait plus. Donc, et vraiment, comme je te dis, c'est plus le côté je redonne du sens. Je veux mettre cette énergie à profit autrement. Donc, ce stage-là, en réalité, il m'a permis de faire la place pour pouvoir retrouver de la clarté et prendre une décision. Et cette décision, je l'ai prise en conscience. Là où il y a eu une vraie bascule, c'est que j'ai vécu une synchronicité, ce qu'on appelle des synchronicités. Alors, il y a plein de manières de les définir et j'ai entendu récemment, j'ai trouvé que ça, c'était intéressant. C'est une coïncidence qui est signifiante, voilà, et il n'y a que toi qui peux comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand je suis rentrée de ce stage, je discutais avec l'amie avec laquelle j'étais partie faire cette fabrication et je lui dis, voilà, je vais partir, mais je lui dis, je ne veux pas partir pour faire juriste ailleurs. C'est pas ça, en fait. Je sens que c'est autre chose. Je veux vraiment redonner du sens, contribuer autrement. Et j'ai lancé comme ça à voix haute, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Parce que quand on parlait de s'oublier soi, tu vois ? En fait, j'avais même mon concubin qui me disait « mais tu n'as pas de passion ». Alors, quand il me disait ça, je disais « mais il rigole ». Et effectivement, finalement, je ne m'autorisais même pas spécialement à faire autre chose, à avoir une passion à côté ou quoi ou qu'est-ce, pour te dire à quel point, bon, même si, comme je disais, mon métier, j'aimais mon métier. Et donc, en lançant cette phrase à voix haute, je tourne ma tête quasiment, de manière automatique vers mon téléviseur. Et là, un reportage sur la sonothérapie. Il parlait de Zen & Sounds, un centre à Paris qui sont parmi les pionniers de la sonothérapie. Et là, tiens, les revoilà.
j'ai été parcourue de frissons, de la tête aux pieds. Et tiens, jusqu'à la tête, là, je les ai. Et enfin, on venait de m'apporter la réponse à ma question. En fait, c'est une évidence qui est intérieure. C'est pas rationnel, hein. C'est ce qu'on dit, c'est tiens, j'ai écouté ton interview là avec Catherine Cianci. En fin de compte, c'est une façon de communiquer un peu avec l'invisible. T'as des informations qui sont là, tout autour de toi. Il faut ouvrir les yeux. Et donc, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est manifesté. Et d'ailleurs, ils sont là, hein, à chaque fois. De toute façon, c'est comme ça aussi que tu reconnais que c'est juste. C'est parce qu'il se passe des choses dans le corps. Et à partir de là, je me suis dit, waouh, ça a l'air hyper intéressant. Surtout en partant de tous les petits cailloux et toutes les petites choses, l'intérêt que j'avais pour telle chose. Et tout ça, c'est comme si ça se remettait... tout d'un coup, voilà, oui, c'est ça. Et de là, comme je suis curieuse, j'ai commencé à regarder et de là, tout est allé très vite parce que quand c'est dans le cadre d'un plan de départ, bien sûr, à partir du moment où tu prends ta décision, tout va très vite. Donc, en janvier, le 18 janvier, je quittais l'entreprise. Le 19 janvier, j'étais déjà en formation de sonothérapie. Et à partir de là, j'ai vraiment senti que j'étais à ma juste place. C'était vital. C'était passionnant, ça me nourrit, voilà. Et donc, ce qu'on pourrait dire peut-être aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est quel enseignement, c'est-à-dire c'est d'oser poser des questions pour avoir des réponses en fait. À ce moment-là, tu savais pas qu'est-ce que je peux faire, et puis la réponse elle est venue. Oui. Donc ne pas hésiter quand même à constamment poser des questions. Et puis, il y aura une réponse qui va arriver à un moment ou à un autre. Oui. Voilà, il y a un timing. Alors, bon, on parle de timing divin, mais les planètes sont alignées. À un moment donné, les planètes sont alignées. Et quand on commence justement à faire de la place, à retrouver un peu de disponibilité intérieure, c'est là qu'on est plus enclin à observer ce qui se passe et à recevoir les bons messages, ce qui est juste pour soi. C'est pas juste le mental qui est en train d'imaginer des choses pour toi, voilà. Parce que jamais de la vie, j'aurais pensé qu'un jour, je deviendrais sonothérapeute. Jamais de la vie. Et pourtant, ça existait déjà en toi. Et c'était déjà là. Donc, j'avais fait un post LinkedIn il y a un moment sur ce que tu vibres. En fait, il y a quelque chose comme un signal que tu envoies en fait à l'univers. Parce que depuis longtemps, pourtant, tout le monde me voyait faire carrière dans la même société. Hein. Dans ma famille, partout, on me disait « mais jamais de la vie, tu vas... » C'était les autres, mais pas toi. C'était les autres, mais pas moi. En fait, de mes 20 ans à mes 45 ans, j'étais dans la même boîte, oui, mais bon, avec une montée en compétences, etc. Et surtout, la collaboration, la co-construction. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, alors c'est pareil, hein, là on n'est pas dans le rationnel, qui me disait qu'à 45 ans, il se passerait quelque chose dans ma vie. Voilà. Donc je l'ai vibré avant qu'il se manifeste. Mais sans du tout savoir que ça allait être sur le plan professionnel. Bon, si quand même j'avais l'impression qu'il se passerait quelque chose professionnellement parlant. Mais bon, forcément, hein, un changement pareil, ça a des implications sur ta vie aussi perso. Donc, mais je l'ai vibré et voilà. Et si c'est juste, c'est aligné, tu le manifestes en fait. Les petits cailloux, hein, faut pas oublier. Les petits cailloux. On les sème. Voilà. Et on regarde. après, et de temps en temps, on prend le temps. Mmh. On prend le temps de se rendre disponible à soi et de regarder un petit peu sur le parcours s'il n'y a pas des petits indices aussi. Mais bien que je pense qu'effectivement, il y a un timing aussi, il y a un bon timing. Quand des choses sont alignées, c'est juste, ça y va et c'est fluide. Donc maintenant que tu vas émettre, tu es émettrice hein, finalement de ce métier, hein, de la sonothérapie, quelle est un peu ta définition donc? La définition, alors déjà, voilà, il y a un message qui doit être passé, parce que c'est important pour celles et ceux qui écoutent. Donc la sonothérapie, c'est une approche de bien-être. Donc c'est une médecine dite non conventionnelle, donc les médecines douces. Et donc ça c'est important de le dire, donc on ne se substitue pas à la médecine, au traitement médical, suivi médical, diagnostic, ça il y a aucun, c'est pas notre champ de compétences. Donc
La sonothérapie, c'est un ensemble de pratiques, une famille de pratiques qui utilisent les sons, les vibrations, les fréquences pour favoriser un état de bien-être. Voilà. Donc ça fait partie des approches dites holistiques du bien-être parce qu'on vient agir sur différents plans émotionnels, physiques, mentaux. Et pour ça, on a de magnifiques supports que sont les instruments. Donc, comme je te disais, il y a différentes pratiques qui font. C'est très large. Donc, en fonction de la sensibilité du sonothérapeute, il ne va pas utiliser forcément les mêmes outils, mais on peut retrouver aussi bien la voix que des instruments voilà, que j'ai emmenés, comme les bols tibétains, les diapasons thérapeutiques, les gongs. Enfin, Tu peux c'est très peut-être nous riche. les présenter, puisque tu es... Voilà, donc là j'en ai un que j'adore. Alors, quelle est l'histoire aussi de ce bol? Parce qu'il vient d'où? Comment tu te l'es procuré? L'histoire, c'est 2 heures de négociation avec des Népalais à la foire de Paris. Voilà, je ne suis pas allée le chercher au Népal, mais quand on dit que c'est aussi l'instrument qu'il choisit, donc il y a une résonance, donc il faut passer du temps. Mon premier bol tibétain, comme je te disais, je l'ai acheté sur un marché nocturne, mais pas à n'importe quel vendeur. Enfin, c'était vraiment des vendeurs spécialisés, et j'ai passé vraiment 2 heures à écouter, à voir ce que ça suscitait en moi, ce que ça faisait émerger. Donc celui-là, c'est un bol... tu peux montrer l'intérieur peut-être également à la caméra. Oui, voilà. Voilà, dans l'autre sens. Voilà. Hop, super. Donc c'est fabriqué à la main, puisque la sonothérapie, ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est pas nouveau, c'est un art qui est ancestral. On l'appelle aussi l'art du toucher par le son. Voilà. Donc c'est une fabrication à la main, c'est martelé à la main. Après, ceux qui fabriquent les bols prennent aussi beaucoup en compte les énergies du moment. Voilà, j'en ai un autre qui a été martelé à la pleine lune, donc ça donne aussi une couleur, ça donne une énergie, une vibration au bol. Et celui-là, voilà, il a été gravé aussi à la main. Et avec des mantras, celui-là, c'est le mantra de la compassion. Donc c'est les Om Mani Padme Hum, pour ceux qui connaissent. Donc tu veux que je... Allez. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers instruments. C'est un des premiers instruments. C'est un instrument phare de la sonothérapie. Vraiment, les bols tibétains, ils sont utilisés aussi bien en relaxation sonore, donc ce qu'on appelle un bain sonore, que pendant un voyage sonore, du massage sonore et de la méditation sonore. Parce que la méditation, tu vois, ça c'est le bol va permettre, va aider à entraîner aussi l'attention. Quand tu es sur de la méditation, c'est ça en fait, tu portes ton attention au moment présent, etc. Et le bol permet ça. Il permet de se recentrer, voilà, de ralentir le mental. Voilà. C'est là qu'on parle aussi de bascule entre les ondes alpha, les ondes θ, etc. Voilà. Alors là-dessus, je suis prudente parce que voilà, je suis pas formée en neurosciences, je suis pas neuroscientifique, mais oui, de toute façon, le cerveau a une activité électrique, ça on le sait, et donc il y a différents types d'ondes cérébrales qui sont émises par le cerveau, et en fonction de chaque type d'onde, ça te plonge dans un état de conscience modifié, particulier, voilà. J'avais écouté une psychiatre qui donc est spécialisée dans les états de conscience, justement, et elle expliquait qu'en réalité, on est tout le temps en état de conscience modifié, et que justement, la pleine présence, la pleine conscience, c'est pas pour rien que il y a des spécialistes de la pleine conscience, parce que notre conscience voyage en permanence, tu vois. Et au final, être dans la pleine conscience, c'est pas si évident que ça. Oui, l'état naturel est plutôt l'état modifié. L'état naturel est plutôt, voilà. Donc ça, et en fonction des bols, eh bien, il y a des vibrations, plus ou moins des sons plus ou moins aigus, et donc on ne vient pas travailler sur les mêmes. Celui-là, voilà. Très clairement, on voit la différence. Enfin, on entend la différence. Ça nous touche différemment, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Et en plus, c'est propre à chacun, il y a une résonance. Après, ça ne veut pas dire, c'est vrai qu'il y a les gens, ils s'attendent à ce que toujours ce soit agréable pour eux.
Mais en sonothérapie, justement, on vient dire que quand il y a un son qui vient nous titiller, eh bien, il y a un message aussi derrière ça, puisque notre corps est un messager. Donc, quand ça vient nous chatouiller, nous dire ah c'est pas agréable pour moi, il y a des choses à aller peut-être creuser. Pourquoi ça nous donne mal à la tête? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Donc, c'est ça qui est hyper intéressant aussi dans la sonothérapie. Et je t'ai ramené un diapason, parce que tu m'avais parlé du diapason. Donc, le diapason dit thérapeutique. Alors, thérapeutique parce que c'est plutôt l'histoire du diapason qui a fait que c'est appelé thérapeutique. Voilà, donc ça c'est un diapason thérapeutique. Il est lesté pour pouvoir amplifier la vibration, mais la particularité des diapasons, c'est que ça a une fréquence précise. Donc c'est la précision, c'est vraiment, voilà. Et d'ailleurs, c'est de base un résonateur acoustique. Et c'était utilisé, enfin c'est toujours, je pense, utilisé par des kinés, des orthopédistes, tout ça, pour même détecter des fractures. Donc, parce que on est sur de la conduction osseuse, hein. Ce que j'ai pas dit au niveau de la sonothérapie, c'est que ce sont les vibrations qui voyagent à travers le corps grâce à nos conducteurs naturels. Donc les tissus, la peau, les os et l'eau qu'on a dans le corps. Donc d'où ce côté subtil de la pratique. Parce que vraiment, on vient... voilà. Donc le diapason, moi je vais te parler plus de mon usage à moi. Je l'utilise comme une sonoponcture. On vient en appui donc sur des points précis des méridiens. Pareil, on a des protocoles aussi autour de la colonne vertébrale pour activer le système parasympathique, hein, qui est lié à l'apaisement, etc. Moi, je l'utilise comme ça, donc c'est vraiment quand plus sur de l'individuel, quand je vais aller cibler une problématique en particulier. Par exemple, quelqu'un qui a des maux de tête ou un torticolis, ou voilà, il y a des points aussi, des méridiens à stimuler, donc le diapason, je m'en sers pour ça. C'est hyper riche. Il y a des gens qui ont dédié en fait vraiment toute leur activité à cet objet. Je pense à une ancienne vétérinaire qui a fait 14 ans en tant que vétérinaire et qui est sonothérapeute aujourd'hui, qui s'appelle Sylvia Morand et qui a créé elle-même sa gamme de diapasons parce qu'elle a beaucoup aussi avec ses patients à quatre pattes pratiqué et observé les effets que pouvaient avoir les diapasons. Il y a même des études hyper encourageantes au niveau de la fibromyalgie, la gestion de la douleur, parce que le diapason vient agir et faire qu'il y a de l'oxyde nitrique, je crois, qui est sécrété. Et donc tout ça, c'est hyper intéressant dans le cadre des systèmes immunitaires, de la fibromyalgie, la gestion de la douleur, tout ça. Donc voilà, il y a vraiment des belles choses à faire. Mais c'est très prometteur. Voilà, c'est très prometteur. Très, très prometteur. Et toi, donc, est-ce que tu te mets également dans un état, entre guillemets, de transe lorsque tu fais une séance, que ce soit individuelle ou en entreprise ou collective, pour pouvoir t'aligner avec cette subtilité, puisque tu vas transmettre quelque chose quand même de subtil, et comment tu sais que ça va faire du mieux-être pour les personnes qui vont être dans ce bain? Alors justement, comment je sais? Déjà, comme c'est je pratique pour l'entreprise, l'idée c'est vraiment ce qui est important pour chaque pratique, pour chaque famille en fait de pratique de sonothérapie, c'est l'intention. C'est l'intention qui est derrière. C'est quoi l'objectif en fait? Là récemment par rapport au team building que j'ai fait, donc c'était un bain sonore pour un séminaire. Clairement, la demande, c'était d'avoir du ressourcement, de déstresser les équipes qui étaient très stressées. Donc le bain sonore est tout à fait approprié pour ça. Donc je vais choisir les instruments en fonction de l'intention qu'il y a derrière. Je ne vais pas m'amuser à amener un gong hyper avec des fréquences très basses, etc. Je vais plutôt prendre des sons assez aériens. Alors le bol tibétain, il a des harmoniques, il a un son qui dure dans le temps et qui aide justement à ralentir le mental. Donc voilà, il y a déjà l'intention, il y a le cadre
qui est hyper important. Donc, on prépare, c'est préparé. Donc, oui, il y a de la place à, je veux dire, le sonothérapeute, le praticien, il va observer par rapport à son expérience, par rapport effectivement à ses ressentis, mais toujours dans un cadre, tu vois, qui a été préparé à l'avance. Et donc, non, je ne rentre pas dans un état de transe, parce que vraiment, l'état de transe, c'est très particulier, hein, et ça vient connecter à un processus d'auto-guérison. Tu vois, en fait, en gros, c'est tu te connectes à l'intelligence de ton corps pour pouvoir trouver des mécanismes, des ressources en toi pour te guérir. Mais ça, on va dire, il faut aller voir les travaux de Corinne Sombrin, parce que là-dessus, c'est juste incroyable. Mais moi, je rentre dans le même état, en fait, de conscience, c'est-à-dire que c'est un état d'apaisement, voilà. Mais je reste, et c'est important, à l'écoute, à observer ce qui se passe, parce que, oui, on est tous différents. Chaque séance est différente, elle est unique, parce que tous les jours, on vient dans un état physique, émotionnel et mental différent. Donc chacun vit son expérience différemment, et chaque bain sonore, chaque voyage sonore est différent. Alors, quelle est la différence entre les bains sonores, la douche sonore, les vibrations thérapeutiques? Voilà. Alors c'est vrai qu'on entend plein de choses, mais pour revenir un peu, en tout cas au basique, il y a 4 grands types de séances. Tu as le bain sonore. Donc à chaque fois, ça correspond à un objectif, donc d'être baigné dans le son, enveloppé par les sons. Toujours l'intention, on revient aussi toujours à l'intention. Toujours l'intention. D'ailleurs, alors, nous, là, on parle plus d'intention, donc la direction que tu vas donner intérieure, la vibration que tu vas vouloir apporter. Et c'est là aussi où, finalement, l'énergie du praticien, tu vois, compte. C'est une alchimie, hein, en fait, entre les instruments, le praticien et la personne ou le groupe accompagné. Tu vois, donc vraiment, voilà, triptyque. Et donc, tu as le bain sonore, tu as le massage sonore. Donc ça, c'est de l'individuel, hein. Et là, les bols peuvent être posés à côté ou sur la personne. Et donc, dans l'idée, on masse, hein. C'est un massage. Donc, c'est les vibrations qui vont masser et les tissus. Donc, c'est quelque chose qui va être une expérience voilà, qui est... Et voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, l'art du toucher par le son. Donc, ce sont les vibrations qui vont masser le corps. On a le voyage sonore. Donc, le voyage sonore, on l'appelle voyage parce que au cours d'une même séance, tu peux utiliser en fait toutes les pratiques de sonothérapie. Le chant, les instruments, la musique. Et en fait, dans l'idée, c'est d'avoir des états, de passer dans des états alternés. Ce qui va permettre plus une expérience de transformation, contrairement à un bain sonore où la structure va être plutôt linéaire. Là, tu as un ordre particulier, mais tu vas avoir des états alternés qui vont faciliter les libérations émotionnelles, faire venir des images, des souvenirs, tu vois, ce genre de choses. C'est pour ça qu'on dit c'est un voyage. Donc oui, les vibrations voyagent à travers ton corps, mais tu as ton attention qui voyage, tu as ton imaginaire, tu as plein de choses. Le corps reste là. Mais ça voyage. Ça me fait penser, chez Nature et Découverte, ils ont une marque qui s'appelle les voyages immobiles. Et c'est tout à fait ça, en fait. Tu es immobile, mais tu voyages. Et justement, quand tu viens voyager dans des états modifiés de conscience, les images qui viennent, voilà, plein de choses, ce sont des informations, tu vois. Et donc, on vient connecter à autre chose, justement, à la partie plus intuitive, plus cette intelligence qu'a le corps. Et donc après, c'est propre à chacun d'aller... c'est pas moi qui vais interpréter ce que la personne a vécu. Voilà. Mais ça apporte des informations très intéressantes.
Oui, la personne, elle va décoder elle-même ce qui s'est passé. Exactement. Tout ça, ce sont des mots, mais qui peuvent, dans l'entreprise, il y a un chemin quand même. Comment tu peux amener donc le travail que tu réalises pour un DRH, pour une personne, lui expliquer que en fait c'est pour quand même le bien du collectif, parce que tu utilises beaucoup cette phrase-là. Tu parles d'équilibre intérieur individuel Oui. à l'harmonie collective. Oui, c'est Donc, ça. donc Donc est-ce en que fait, pour moi, c'est un vrai cercle vertueux. C'est prendre soin de l'équilibre intérieur, donc soutenir l'équilibre individuel pour une meilleure qualité des liens et pour plus d'harmonie collective. Donc j'ai pas la prétention à moi toute seule de régler tous les problèmes. Mais comme je disais tout à l'heure, les relations, pour moi, c'est hyper important. C'est aussi important que les compétences. Donc d'ailleurs, je crois que tu as reçu un DRH récemment, Emmanuel Rétif. Il parlait du collectif, il parlait aussi du fait qu'il y avait, je crois qu'il parlait de start-up et du fait qu'il fallait d'abord être tous là, créer justement ce fameux collectif, c'est être en contact, faire créer des relations. Et c'est ça après qui fait que si tu es tout de suite en télétravail, etc., que tu n'as pas créé la relation. Et donc nos défis du quotidien, le bien-être, c'est aussi ça, c'est-à-dire que travailler sur l'état intérieur, c'est aussi ce qui va permettre derrière d'être justement dans cet état de bien-être et donc de se rendre plus disponible et plus avec une qualité de présence. Et ça, c'est hyper important, cette qualité de présence, parce que tu as une qualité d'écoute. Déjà, toi-même, tu t'es mis à l'écoute, tu as fait de la place. Donc, au final, avec l'autre, tu vas pouvoir être plus disponible, plus attentif. Voilà. Quand tu es en permanence stressé, que tu es en boucle au niveau de ton mental, toute ton énergie, elle est mobilisée là-dessus, hein, en fait. Tes ressources intérieures, tu les as, mais elles sont mobilisées pour ton stress, pour tout ça. Donc tu peux pas interagir. Pour moi, c'est l'état intérieur, c'est là que naissent les interactions humaines. Et je l'ai observé, hein, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Quand quelqu'un arrive en réunion avec, je dis pas ça parce que j'ai bossé dans un groupe automobile connu, mais avec la Ride du Lion dans une réunion et t'électrises toute la réunion. Bah oui, il se passe quelque chose sur le plan aussi vibratoire. Son état intérieur, c'est pas du jugement, mais nos états d'âme, forcément, viennent influer sur le collectif. Et inversement. Voilà. Donc, un collectif est capable d'élever une personne. Donc, mon objectif avec la sonothérapie, ma vision, c'est vraiment de travailler sur l'état intérieur des collaborateurs, des managers, enfin, à tout niveau, pour que derrière, il y ait une vraie qualité de présence et d'écoute qui se mette en place. Et donc qui contribue à plus d'harmonie collective. Et dans l'idée, ce qui est bien avec la sonothérapie, contrairement à d'autres approches, donc c'est pour ça que moi je me positionne dans le cadre de la qualité de vie au travail, pour devenir un allié, un vrai allié de la qualité de vie au travail, pas résoudre à moi toute seule les problèmes, dans le sens où effectivement, et je crois que ça avait été souligné même par Catherine Cianci dans ton interview, pour moi je le vois vraiment comme une équipe pluridisciplinaire. Qui a un objectif commun. Et donc, il y a différents moyens, il y a différentes portes d'entrée pour aller agir sur telle chose. Et qu'en matière de qualité de vie au travail, de ce qui est mis en place, des dispositifs, on voit qu'il y a des choses qui résistent malgré tout. Et on est toujours sur la partie mentale. C'est les formations, les sensibilisations, les outils. Mais à un moment donné, justement, quand ton mental est déjà saturé, sollicité en permanence, la sonothérapie, elle va créer cet espace pour souffler, pour ralentir, sans solliciter davantage le mental. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un plus. Et c'est complémentaire, en fait, des dispositifs qui existent. Et moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de co-construire avec l'entreprise cet accompagnement à travers à la fois de l'individuel, du collectif, et donc pour mettre en mouvement ce fameux cercle vertueux. Et donc, est-ce qu'il faut plusieurs séances aussi, ou comment? Ça dépend de l'intention, bien sûr, mais quel est un peu le rythme qui est le plus optimum pour cette cohésion d'équipe, cette ouverture de l'état intérieur, et puis que le collectif refonctionne? Alors, tout va dépendre. Tu vois, moi j'ai créé pour l'entreprise un parcours, mais avec des formules qui sont autonomes, dans le sens où ça va dépendre
du besoin et de la maturité, du niveau d'engagement aussi de l'entreprise. Tu as des séances collectives qui peuvent se faire donc pour découvrir la sonothérapie. Il peut y avoir des sortes des premiers déclics, j'ai envie de dire, tu vois. Et ça va être à l'occasion de séminaires, de team building, de journées QVCT, d'actions CSE. Donc où là, tu vas être sur... Plus de la découverte. C'est de la découverte. Ensuite, tu as quelque chose pour plus approfondir, tu vois, où tu vas combiner à la fois des séances individuelles et du collectif. Donc ça permet aussi d'aller travailler plus en précision sur des personnes qui traversent peut-être des moments un peu difficiles. Des personnes, alors ça peut comprendre le manager lui-même, il ne faut pas non plus, c'est tout le monde en fait. On est tous l'humain, voilà. Comme je disais, des hommes et des femmes derrière des fonctions. Tu vois, et donc en fonction des périodes aussi qui sont traversées, parce qu'il y a des moments où il y a des transformations organisationnelles et ça arrive de plus en plus, et c'est bien aussi de pouvoir identifier certaines personnes qui nécessitent peut-être un accompagnement en individuel, plus créer des temps forts dans le cadre de temps forts collectifs, une expérience qui certes est vécue à un niveau personnel, dans le sens où c'est toi qui voyage intérieurement, qui te reconnecte, mais c'est une expérience, on va dire, inhabituelle, vécue en groupe. Et ça, on sait que, alors je ne veux pas non plus trop rentrer dans l'énergie, mais tout, comme tu le disais au début, tout est énergie, tout est vibration. Donc en réalité, quand tu es comme ça ensemble, tu es connecté en fait dans l'invisible. Il y a des liens qui se font. Il y a une expérience qui est vécue individuellement, mais qui est vécue aussi avec le groupe. Donc ça crée des temps après d'échanges, voilà. Dans un monde où aujourd'hui, il y a de plus en plus d'individualisme, même au travail. Et surtout, beaucoup au travail. Donc une expérience commune, ça c'est sûr. Et avec quoi tu peux l'associer? Tu disais aussi de une collaboration, ton expérience avec la sonothérapie, tu peux le conjuguer avec d'autres types aussi de QVT, oui. Moi je suis, c'est ma nature. J'adore co-construire, collaborer. D'ailleurs, du coup, je te disais tu me parlais, est-ce qu'il faut plusieurs séances, etc. Mais il y a aussi une autre formule, mais ça c'est le Graal. C'est une étape, c'est en tout cas bénéfique. C'est ça. Ou le fait de répéter l'expérience va faire que tu vas approfondir le travail, tu vois, et du coup tu vas pouvoir l'ancrer dans le temps. Il y a une notion de durabilité qui est importante. Et d'où pour moi l'importance de co-construire avec l'entreprise en fonction des besoins, de réajuster. Tu vois, c'est un vrai accompagnement. Et donc, c'est un vrai levier que tu actionnes pour faire face à la vie d'une entreprise qui, comme tu l'as dit dans d'autres interviews, avec d'autres, et c'est ma vision, est un organisme vivant, à part entière, tu vois. Et donc, pour répondre avec à ta sa propre énergie. C'est ça, j'ai pas répondu à ta question, mais oui, il y a un champ des possibles qui est incroyable. J'ai fait des ateliers avec notamment des coachs pour pouvoir justement amplifier le message, pouvoir créer cette clarté et cette disponibilité qui fait qu'après tu vas pouvoir piloter ou prendre des décisions de manière plus alignée, d'accord ? J'ai fait aussi en dehors des ateliers avec par exemple une olfactothérapeute. Il y a plein de choses qui existent, mais en QVCT, forcément, c'est de pouvoir discuter avec les autres services qui sont impliqués dans la qualité de vie au travail et de co-construire avec les psychologues du travail, avec la médecine du travail, des accompagnements. Tu vois ? Donc, c'est vraiment comme en musicothérapie. En fait, en musicothérapie, en milieu hospitalier, par exemple, ils ont un objectif qui est partagé autour d'un patient, un objectif thérapeutique. Et après, il y a une équipe pluridisciplinaire où chacun va venir avec son savoir-faire, œuvrer dans l'intérêt et dans l'objectif qui est partagé, qui est en lien avec un patient et qui est thérapeutique pour le coup. Mais là, pour la QVCT, tu peux imaginer ce que ça peut donner.
Donc, il y a un champ des possibles énorme. C'était un peu l'idée, en fait, l'intention, c'était de pouvoir aussi cette coopération, d'ouvrir cette coopération Ouais. pour ceux qui n'y pensent pas encore aujourd'hui, Exactement. pour ouvrir ce champ des possibles et de faire appel à la sonothérapie, à toi, Alexandra, pour pouvoir vraiment faire cette manière holistique, en fait, ce mieux-être dans l'entreprise qui est vivante. On le rappellera encore une fois. Voilà. Alors toi, comment tu prends soin aussi de tes instruments? Parce que je crois que tu vas au printemps, tu as une routine, un rituel. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Non, on avait fait justement un atelier avec une autre thérapeute qui était une thérapeute en Ayurveda, parce que moi j'aime bien, hein, on s'enrichit en fait du savoir-faire aussi des autres. Donc il y a des énergies qui nous accompagnent. La vie, ce sont des cycles. On a les saisons, etc. Donc oui, il y a une énergie particulière qui accompagne chaque cycle. Là, au printemps, c'est le renouveau. Donc c'est ça. J'avais fait un atelier pour faire circuler l'énergie, relancer les énergies pour après se remobiliser des ressources, hein, en fait. Mais j'ai pas de... Moi, mes rituels, en fait, ils sont plutôt... C'est au quotidien. C'est surtout l'ancrage, parce que c'est important quand justement, tu fais de la sonothérapie. Comment tu fais pour t'ancrer? Pour m'ancrer, j'ai mes instruments. Je me mets dans un endroit calme. C'est un peu de la méditation grâce au bol, parce que effectivement il y a plein de gens qui disent qu'ils ne savent pas méditer, et c'est mon cas. Enfin, je savais pas spécialement. Maintenant, je m'en sers grâce au bol. Je vais aussi beaucoup en nature. Comme Catherine Cianci, tu vas me dire, voilà, il y a des interviews que j'ai particulièrement aimées, donc c'est vrai que qui font écho. Et elle parlait de son chien qu'elle promène, et ben c'est pareil pour moi. En fait, Le nombre d'interviewés que j'ai qui ont des chiens, je vais faire la liste, mais au moins 1 sur 2, pour dire la vérité. Donc c'est très drôle. Ouais. Mais c'est parce que, comme elle dit, hein, ça amène beaucoup de joie. Toi qui tourne autour du bonheur, de la joie, non seulement ça apporte ça, et en plus ça t'oblige à sortir, à aller en nature. Et la nature, la reconnexion à soi, c'est aussi en même temps une reconnexion aux autres et au vivant, au sens large, tu vois. Donc tu t'émerveilles et tout ça, en fait, tu contemples et tout ça, ça permet d'ancrer aussi. Donc voilà. Tu parlais de joie, donc tes rituels, c'est ça, c'est la nature. Mes rituels, c'est ça, c'est la nature, c'est mes instruments. Alors ça dure pas longtemps, hein, mais effectivement, c'est important. C'est aussi, ça fait partie de l'écologie intérieure, hein. Donc c'est important d'être régulier, encore plus quand on est dans une posture justement d'accompagnant. Ça fait partie aussi de l'éthique, de l'authenticité, de l'engagement que tu as avec les groupes ou les personnes que tu accompagnes. Il faut, comme on disait, tu transmets ce que tu cultives en toi. Donc, et qu'il y a une alchimie. Donc forcément, si toi, en tant que praticien, tu n'es pas ancré ou tu prends pas soin, et ben forcément, il y a quelque chose dans l'énergie, dans l'invisible, qui va se transmettre. Et ça, c'est pas cool. Voilà, c'est pas normal. Donc, un esprit de cohérence. Exactement. C'est forcément, et puis c'est pas un devoir, mais c'est naturel en fait de prendre soin de toi, et puis de penser déjà, d'émettre les intentions avant ces séances et avant ce que tu vas pouvoir transmettre. Et ça, je le faisais pas quand j'étais juriste. Tu vois. Enfin, il y a des choses, quand tu parles de s'oublier, c'est ça. C'est-à-dire que alors il y en a qui arrivent, hein, mais moi en tout cas, mon histoire à moi, c'est effectivement le mental qui était complètement, qui avait pris toute la place. Il n'y avait pas spécialement de réflexe ou de place pour ce genre de pratique. Sauf le tai chi. Et c'était une amie, suite à une épreuve d'un drame que j'ai traversé, qui m'avait dit, mais je te suggère de t'inscrire au tai chi, ça pourrait te faire du bien. J'ai mis du temps, et puis une fois que j'y suis allée, effectivement, on faisait du qigong et du tai chi, et ça permettait de ralentir, de se reconnecter à soi, à sa joie, à des choses, au fait de, à retrouver de l'élan vital, j'ai envie de dire. Donc je mens un petit peu parce que je faisais quand même ça. Donc on peut dire qu'une fois par semaine, c'était quand même cet espace
de respiration, mais j'avais pas de rituel à proprement parler. Ce que je note, c'est qu'il y a quand même aussi des personnes que tu peux croiser sur ton chemin et qui conseillent des choses qui paraissent anodines, mais finalement qui vont prendre de l'ampleur et il y a une vraie raison. Ouais. Donc je pense qu'il y a des Et être à l'écoute aussi. Hein. Là Mmh. encore, quand on parle de signes ou de choses, c'est pas que ça peut être aussi un message, une information qui est transmise par quelqu'un. Donc quand on se met à l'écoute et que du coup ça résonne particulièrement, là bon après il y a des fois où on se dit non mais et ça c'est le mental qui reprend le dessus en disant mais si on commence vraiment à se mettre à l'écoute, même à travers des personnes justement, il y a un chemin. Encore une fois, tu ouvres une porte et puis tu continues ton chemin. Alors que comme tu dis au départ, elle aurait pu me dire ça, j'aurais pu dire oui. Mais non, voilà, il y a un timing. Cultiver cet esprit d'ouverture. Exactement. Tout le temps. Et donc on parlait de tes routines quotidiennes. Et alors donc la joie, quelle part à la joie également dans ta vie et puis comment tu la cultives? Alors la joie, effectivement, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est ma nature. Alors déjà toute jeune, j'aimais bien rire, faire rire, déjà de base. Quand je réfléchis, c'est vrai un juriste qui fait rire. Ah ben, mais le truc, c'est par rapport à ce qui me définit aussi, et j'aime bien cette phrase, je sais pas d'où elle sort, mais je l'aime bien, c'est de faire son travail sérieusement sans se prendre au sérieux. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... Et d'ailleurs, dans mon boulot, au départ, dans mon métier de juriste, ça pouvait... le juriste a une image un peu solitaire, voilà, et moi, pas du tout, c'est pas du tout ça. Et au contraire, pour moi, ces moments-là, ça permet de créer du lien, d'être en interaction, d'amener de la légèreté, et du coup, de faire plus facilement face aux défis et aux épreuves qui sont mises sur notre chemin. Donc déjà, voilà, l'humour, et du coup, tu comprends bien que c'est pas tout seul devant aussi ma glace, mais c'est avec les autres en fait. Donc ce sont les rencontres qui me mettent en joie, les belles rencontres. Est-ce que tu as des remerciements par rapport à des belles rencontres que tu as eues récemment? Alors bon, récemment Est-ce qui te paraissent importantes? Notre rencontre au sein du collectif Inspirem, ça a été une très belle rencontre. J'ai rencontré, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées que j'ai envie de remercier, des personnes qui ont été justement là à un instant précis pour me faire ouvrir une porte. Je pense à Sandy, que je remercie beaucoup et je le fais, la gratitude aussi, c'est très important. Il y a Yolène que j'ai rencontrée au sein d'âme, donc toute l'équipe âme aussi, j'ai beaucoup de... Donc c'est Authenticité Management Entreprise, donc je fais partie des personnes référencées au sein de cette équipe-là et j'en suis et on a reçu honorée. Élodie d'ailleurs récemment. Voilà, donc là aussi j'ai beaucoup de gratitude de faire partie de cette équipe. Non, la rencontre, on va dire, la plus récente et la relation qui s'est tissée, c'était avec Yolène Hautebourg, qui fait partie aussi de l'équipe âme, comme j'ai dit. Il y a Pauline aussi, Pauline Germain, qui m'a coachée, qu'on a rencontrée aussi dans Inspirem et qui m'a aussi permis de mieux me connaître, puisque justement dans le fait de passer du monde du salariat à l'entrepreneuriat, au bout de 25 ans, forcément, ça engendre des peurs, des croyances, et dans l'idée, c'est important aussi de toujours se questionner, d'essayer de se connaître un petit peu mieux soi, pour pouvoir derrière rester aligné, etc. Donc Pauline a contribué à ça à travers son coaching, puisque j'avais un peu peur de perdre en authenticité en devenant entrepreneur, en devant me vendre, etc. Donc j'avais peur de ça parce que pour moi c'était important. Pendant mes 25 ans, j'ai toujours fait en sorte de rester moi-même autant que possible parce que forcément tu es dans une entreprise, donc il y a quand même des choses où tu peux pas non plus... Il y a des codes. Il y a des codes, très clairement.
Mais ça n'empêche que tu peux rester toi-même. Et c'est hyper important d'ailleurs, sinon c'est pas durable, on le sait. Et donc voilà, le coaching de Pauline est arrivé en temps voulu et m'a permis d'en apprendre pas mal sur moi-même, donc je la remercie beaucoup pour ça. Et on continue d'ailleurs à faire des choses ensemble, à collaborer, parce qu'elle s'est rendue compte justement aussi du champ des possibles grâce à la sonothérapie, et elle a envie d'explorer ça en co-construction, quoi. Voilà. Donc ces peurs de devoir se vendre ou de jouer un rôle qui n'est pas le tien, comment t'es passé outre, comment tu as... parce que c'est vrai que passer du salariat à une activité aussi indépendante, ce n'est pas évident au premier abord, et tu l'as fait. Donc tu es fier de quoi dans cette étape-là? De quelle peur tu as le plus surpassé? C'est par rapport, alors je ne vais pas dire le regard des autres, parce que moi ça c'est quelque chose qui ne m'affectait pas plus que ça. C'est surtout les peurs de la famille, le fait de ne pas répondre, on va dire, aux attentes voilà, des autres, le fait d'avoir été, de m'être choisie quelque part en écoutant ce qui vibrait en moi, et ne pas justement répondre coûte que coûte aux attentes des autres. Donc là, ça, je suis assez fière de ça, parce que voilà, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, qui est à l'écoute vraiment des autres, et le fait de m'être écoutée et d'avoir osé prendre cette décision, et là-dessus, je suis vraiment... C'était une peur, forcément, quand on quitte 25 ans d'entreprise, on va dire que c'est ce qu'on appelle la zone de confort, mais au final, c'est à un moment donné, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ça peut devenir une zone d'inconfort, mais on n'en a pas forcément conscience. En tout cas, voilà, il y a ça, et c'est surtout que je me suis formée. C'est pas, tu t'improvises pas non plus comme ça, entrepreneur, et le fait d'être partie dans le cadre d'un plan, ça m'a permis aussi, malgré tout, de sécuriser tout ça, d'être correctement formée, d'apprendre les codes de l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'après, ce dont je suis, on va dire, le plus fière, c'est ça, c'est par rapport aux peurs des autres, aux attentes des autres, d'être passée au-delà, et de m'être choisie et de m'être écoutée. Il y a toujours une question rituelle aussi dans VIP Rise, c'est de qu'est-ce que pourrait enseigner l'Alexandra d'aujourd'hui à une Alexandra plus jeune. Toi, tu vas peut-être en avoir marre de l'entendre, mais c'est la confiance. C'est pas ça, c'est le partage avec tout le monde. Non, c'est le partage, non, mais de se faire confiance. De se faire confiance, de ne pas avoir peur, et puis surtout que le mental, c'est un serviteur, et de se faire confiance et de faire confiance à son intuition. Voilà. Donc comme tout à l'heure, tu as dit que tu t'es fait accompagner aussi pour passer de salarié à entrepreneuse. Tu as été chercher aussi des ressources pour quelque part aussi te rassurer. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que le mental, tu vas l'utiliser comme un allié, comme une ressource pour pouvoir aller à ton objectif. Exactement, on en a besoin. On en a besoin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait cette transition, et puis d'avoir pris ce courage pour pouvoir faire cette transition. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Et de t'avoir choisi, en fait, de t'être choisi pour faire cette sonothérapie, Alexandra. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je pense qu'il y a un espace maintenant où tu pourrais peut-être nous exprimer ton intention, quelle intention tu as, et pouvoir écouter ce que tu peux nous transmettre aujourd'hui. Alors j'ai ramené quelques instruments, et donc comme je le disais au début, je me définis comme une artisane du son et de la paix. La paix dans le sens paix intérieure. Donc ce que je souhaiterais offrir aux personnes qui vont écouter l'interview, c'est d'offrir un espace de paix, le temps d'1 minute, 2 minutes, de se mettre dans cet espace pour écouter ce qui vibre en soi et ce qui vibre juste. Donc j'espère, à travers ce petit temps sonore, ouvrir cet espace de paix, c'est mon intention, et et laisser après émerger ce qui doit émerger, ce qui est là, et écouter ce qui vibre juste. Voilà, c'est ce que je propose. Donc il faudra simplement, pour ceux qui le peuvent, fermer les yeux, et prendre une grande inspiration, expirer,
et ensuite se laisser simplement alors envelopper. Il n'y a pas, voilà, on n'est pas en présentiel pour ces personnes-là, mais en tout cas, voilà, s'accorder cet espace. Et ensuite, on gardera quand même un petit temps de silence, puisqu'on n'a pas parlé du silence, mais le silence fait partie intégrante aussi de l'expérience. On va dire que le son invite et le silence accueille. Voilà, donc c'est important, le silence, c'est un espace de présence. C'est là pour intégrer, accueillir ce qui émerge. Voilà. Bon voyage. Et à très vite pour une nouvelle conversation. Merci. Merci Alexandra.